RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied avec le maître Yodu, notre Kenyan blanc, toujours en direct comme ça des hauts plateaux. Il est là avec nous. Salut Yodu. Toujours en direct du fin fond du Kenya, je peux te dire que je me bats pour avoir du réseau. Hein. Je me bats contre les Kenyans, je me bats pour avoir du réseau pour pouvoir vous parler. C'est la guerre tous les jours. Non mais au nom de toute l'équipe d'RMC Running, je te remercie parce que tu t'organises pour être avec nous alors que c'est pas forcément facile. C'est vrai que le réseau c'est un vrai problème au Kenya, mais en tout cas tu es là et tu nous abandonnes pas quoi, c'est magnifique. Ah ouais, je suis comme un alcoolique sans alcool, tu vois, sans wifi, je suis perdu moi. Là, je commence à trembler. Hein. Ouais. Et ce qui me fait peur, c'est que tu perds du poids. Hein. On l'a vu sur l'épisode marathon de Paris. Et je perds du poids, je mange plus non plus. Il faut manger. C'est mon manque de wifi. Je mange plus. Merci à tous pour le soutien d'ailleurs affiché sur les réseaux. Continuez de nous suivre, le compte Instagram RMC Running. Le club RMC Running sur Strava. Merci d'ailleurs si vous pouvez d'aller noter sur les plateformes de téléchargement Apple ou Spotify avec les étoiles et les commentaires. Et puis suivez-nous sur YouTube pour la prépa marathon de Paris. Tous les épisodes sont dispo. N'hésitez pas à laisser des questions, comme ça on y répond d'ailleurs. C'est tous les mardis jusqu'au 13 avril, le jour du marathon. Vous allez adorer l'épisode du jour. C'est une histoire inspirante dans RMC Running avec un sportif extraordinaire. On va recevoir Aurélien Sanchez, le spécialiste des épreuves d'ultra trail extrêmes. Il a remporté la fameuse Barkley en 2023, épreuve aussi mythique que difficile. On va raconter son parcours, on va revenir sur cette victoire, on va parler de cette obsession pour la Barkley, pour cette folie. Il va nous raconter tout ça. D'ailleurs, on accueillera également Aurélien Delphos, ancien journaliste à l'équipe, qui est auteur d'un livre, d'ailleurs, Les finisseurs sur la Barkley. Il connaît la Barkley de l'intérieur, il a accompagné Aurélien dans le passé, donc il va tout vous raconter. Et puis on aura en bon plan matos, justement, le récit autobiographique d'Aurélien Sanchez. La résolution, ce sera à gagner. Restez bien à l'écoute, il y aura 2 exemplaires à gagner. Et puis on aura un bon plan d'Ossard. La mise à l'honneur des 10 km de l'UNICEF, c'est au Bois de Boulogne que ça se passe, début mars. On recevra un ami, Claude-Henri Durier, l'organisateur de la course. Allez, enfilez les baskets, attachez vos lacets. On vous embarque direction les parcs du Tennessee. Salut, c'est Aurélien Sanchez. Je suis le premier Français à avoir fini la Barkley Marathon, une des courses d'ultra trail les plus difficiles du monde. Pour participer à la Barkley, c'est un processus très mystérieux. Il n'y a que 40 heureux élus tous les ans. Non mais t'es dingue toi! Tu crois qu'ils auront me battre? C'est un ultra trail pas vraiment classique. C'est 200 km et 20 000 mètres de dénivelé à faire en moins de 60 heures. C'est pas balisé. Tu es vraiment le roi des inconscients. C'est en autosuffisance, il n'y a pas d'assistance, on est face à soi-même, on n'a pas de téléphone et montre GPS, on a juste une carte, une boussole. Dingue. Ah bah ouais, c'est dingue. Et on doit trouver des livres sur le parcours pour arracher des pages, pour montrer qu'on est passé au bon endroit. Le but principal, c'est juste de terminer la course, parce qu'en 36 ans d'existence, il n'y a eu que 15 finishers avant l'édition de 2023. Ou bien tu les as grosses comme des noix de coco, ou bien t'as un petit pas dans la cervelle. On a des hallucinations au bout de souvent 48 heures. Le cerveau, il ne s'est pas reposé. On associe des voix, des sons à des choses différentes. Tout ce qu'il vous faut, c'est un spécialiste. Un psychiatre. Psychiatre? Oui, médecin pour la tête. Ah, yeah! Le folie! Yes, le folie. Bonsoir! C'est vrai qu'il faut être un peu loco pour faire ce genre de choses. Aurélien Sanchez, le vainqueur de la Barkley en 2023, est notre invité de RMC Running. Salut Aurélien. Salut. Merci d'être là. Comment ça va Aurélien alors? Bah écoute, ça va nickel, hein. Je suis pas si fou qu'on pourrait l'entendre. Bon, donc si. Non, je m'occupe de ma folie quotidienne. Écoute, nous on adore raconter ces histoires, on adore présenter ces profils. C'est un sujet qu'on a déjà abordé, Johan, la Barkley. Là, on a la chance d'être avec le vainqueur 2023. À l'heure où on se parle, toujours le seul Français qui a terminé cette fameuse Barkley. C'est quelque chose qui nous fait rêver, qui nous inspire, hein, Johan, quand même. Ouais, c'est ça. Bon, on en avait déjà discuté, il me semble, quand on avait reçu Rémi Gégard, parce que c'est mythique. Ouais. Moi, je me rappelle, vraiment, j'étais tombé par hasard sur l'intérieur sport, sur la Barkley, pardon, et ça m'avait vraiment stupéfait. Ça m'avait attiré. Enfin, je me disais, ces mecs sont des fous parce que voilà,
Là, c'est purement l'amour du dépassement de soi, du côté physique, mental, parce que c'est pas enfin, c'est tout sauf une vraie course, tu vois. T'as pas de parcours, t'as pas de ravito, enfin, tout est compliqué. Donc, pour moi, c'est ça qui fait le charme de cette course. C'est une aventure et c'est dingo, ouais. Ça va être génial de raconter d'ailleurs, Aurélien, la fascination que tu as pour cette épreuve, parce que donc tu es un ultra-trailer de très haut niveau, on n'arrive pas là par hasard, mais cette course, c'est presque animal, quoi. Tu as un amour passionnel pour cette épreuve, quoi. Ouais, c'est marrant parce qu'en fait, moi, quand j'en ai entendu parler il y a un peu plus de 10 ans maintenant, c'était sur Stade 2, j'avais vu cette course et je faisais du foot, je faisais pas du trail. Et je me disais, mais c'est complètement débile, je comprends pas pourquoi ces gens ils font ça, parce qu'ils montrent la course comme que de la souffrance et de l'échec. Donc, les gars qui y vont, c'est pour échouer et n'en tirer rien de positif. Et en plus souffrir, quoi. Donc, je me suis dit, à quoi bon? Et c'est vrai que ça m'a piqué, en fait, quand j'ai commencé l'ultra trail, enfin, surtout les longues randonnées. Ouais. En fait, je me suis juste rendu compte que c'était un grand jeu et que c'était un beau théâtre pour justement en découvrir plus sur soi-même, et que c'était un lieu justement où tous les curieux d'Ultra Trail pouvaient tester ses limites et s'amuser en même temps. Justement, allons-y sur cette histoire parce que y a un point de départ. Toi, tu es sportif au départ. Tu as dit tu viens du foot, tu viens de la région toulousaine. Ensuite, tu fais des études d'ingénieur qui te mènent aux États-Unis et c'est là que la passion pour la course en nature naît. Tu démarres par des grandes randonnées, tu te lances quelques défis personnels complètement dingues et c'est là que toute l'histoire commence en fait, Aurélien. Ouais, tout à fait. Du coup, vu que j'étais un peu un touriste local, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis, en Arizona. Tous les week-ends, j'étais en balade. J'allais au Grand Canyon, je profitais un peu des alentours de Phoenix, de l'Arizona, etc. Il y avait vraiment beaucoup de choses à faire. Et à force de faire des randonnées, j'allais dans des endroits un peu plus reculés, des endroits un peu plus hors sentier. Et j'ai découvert ça, cette passion, le fait de découvrir des paysages incroyables et aussi le fait de découvrir qu'en fait, on peut faire beaucoup de kilomètres si on s'organise. Ouais. Et donc voilà, c'était la continuité un peu. J'ai arrêté le foot, mais j'ai commencé à devenir un randonneur aguerri. Et c'est là où j'ai commencé à me poser des questions. Pourquoi pas en faire mon sport principal et des prépas et des objectifs et en découvrir plus sur ce sport. T'as pas eu du tout le cheminement traditionnel de se dire on vient d'un sport collectif, on file un peu sur la route, entre guillemets, sur le marathon, tout ça, puis ensuite on débarque sur le trail. Non, toi, t'es passé directement du foot à la randonnée et puis aux grandes balades interminables, entre guillemets. Ouais, c'est ça. J'ai jamais fait. Aussi, j'ai dû en faire des courses de route, mais c'était des occasions particulières à chaque fois. Mais c'est vrai que j'ai jamais fait de semi-marathon, de marathon. C'est pas ça qui me bottait direct, moi. C'était vraiment l'aventure, la randonnée, les grands espaces. Donc c'est vrai qu'au final, c'était très naturel de directement commencer avec du très long. Moi, mon premier projet, c'était même pas un ultra trail, c'était une tentative de traversée sur 360 km, le John Muir Trail aux États-Unis. C'était mon premier projet en 2017, donc ça s'est pas bien passé dès le début, mais en fait, ça m'a piqué d'entrée les grands espaces, la randonnée, l'aventure, et c'est pour ça que oui, j'ai pas commencé par des courses de route parce que direct, je voulais être en nature. Le John Muir Trail, c'est la traversée du parc national de Yosemite. Tu y es parvenu en 2018, on le précise d'ailleurs, en 3 jours, 3 heures, 55 minutes. Voilà. 3 jours de course, c'est quand même quelque chose. Pendant que Johan fait des marathons en un peu plus de 2 heures, toi tu fais 3 jours d'épreuve, donc c'est complètement différent. Pourquoi tu as été attiré par ce truc d'ailleurs, le John Muir Trail? Pourquoi tu es allé là-bas? Le John Muir Trail aux États-Unis, il est assez connu, c'est un sentier assez mythique, entre guillemets. Qui est très joli. C'est de la haute montagne, c'est la High Sierra. C'est très minéral, il y a des jolis lacs, etc. Ça passe par le mont Whitney à 4400 mètres d'altitude et ça finit par le Yosemite, comme tu as dit. Donc c'est vraiment des jolis paysages. Et en plus, le record de randonnée, c'est quelque chose que beaucoup de randonneurs et ultra-trailers tentent. Dont Brett Mahoney, qui est double finisher à la Barclay. Et lui, il avait fait en 2009 et c'est comme ça qu'il avait eu son ticket à la Barclay. Donc je me suis dit, toutes ces combinaisons font que j'ai envie de faire ce sentier et tenter ma chance, quoi. Parce que ce qui est marrant, c'est qu'on l'a tous vu, ce documentaire sur la Barclay. On a tous été bluffés par l'atmosphère, captivés. Ce personnage complètement dingue, Lazarus Lake, qui est organisateur et fondateur de cette épreuve. La différence entre toi et nous, Aurélien, c'est que toi, tu as tout fait pour y participer. Alors que nous, avec Johan, on s'est contenté de regarder ça et de se dire qu'on le fera jamais. Ah ouais. C'est ça le truc. C'est ça.
Ah ben ouais, c'est ça, c'est la première étape. Déjà, il faut savoir comment postuler, ensuite, il faut se donner les moyens éventuellement être accepté parmi les postulations. Mais c'est ça qui est fascinant, je trouve, avec toi. Et ça fait partie de ton histoire. Et je pense que c'est un grand passage du livre. C'est cette quête, cette obsession d'avoir le droit déjà de participer. Parce que je le précise, on va raconter exactement ce qu'est la Barclay pour ceux qui débarquent et qui se posent la question. Vous allez voir, c'est une épreuve de barjo. On parle souvent d'une des courses les plus dures au monde. C'est dans le Tennessee, dans le parc de Frozen Head. Il faut savoir qu'il y a seulement 40 participants par an et qu'il n'y a pas de dossard comme sur une autre course. Il n'y a pas de tirage au sort, il n'y a pas de tout ça. Non. Déjà, il faut trouver le moyen par vous-même de postuler. Et lorsque vous l'avez trouvé, c'est au bon vouloir de l'organisateur. C'est lui qui sélectionne les coureurs. Et cette quête est intéressante à raconter, Aurélien, parce que toute l'histoire part de là. Toi, c'était le rêve de ta vie. Et malgré tout, tu as mis des années à y parvenir, malgré un niveau de, entre guillemets, de randonnée ou d'ultra-trail déjà très haut. Hein. Ouais, j'ai mis 6 ans. Et c'est ça qui est beau avec la Barclay, c'est qu'en fait, la Barclay, elle commence avant d'y être. Il y a 2 grosses énigmes qu'il faut répondre. La première, c'est comment s'inscrire, parce que c'est écrit nulle part. Et la deuxième énigme, c'est comment être pris. Donc, c'est ça qui est trop bien. Enfin, pendant 4, 5, 6 ans, j'ai pas trouvé ça trop bien parce que du coup, j'attendais à chaque fois d'être pris. Mais du coup, ça rajoute. C'est comme tout, en fait. Quand les victoires sont acquises, elles sont pas forcément appréciables. Elles sont encore beaucoup plus appréciables quand elles sont pas acquises. Et du coup, le jour où j'étais à la Barclay, j'attendais ça depuis 6 ans et j'avais déjà réalisé mon rêve, en fait, rien que le fait d'y participer. Donc, c'est ça qui est beau, c'est qu'il y a déjà d'entrée 2 énigmes à résoudre et voilà, faut se creuser la tête et se donner les moyens. Ce qui est fou, c'est que tu postules, mais tant que tu n'as jamais reçu de mail de l'organisateur, tu es dans l'attente. Tu sais jamais que tu es sélectionné ou non. Bon, après, plus l'événement se rapproche, plus tu te dis, bon, a priori, c'est foutu. Ça pue, ouais. Sinon, j'aurais été prévenu. Mais c'est de garder cette résilience et de conserver l'espoir d'y participer un jour, de continuer à postuler. Et ce qui est marrant dans ton histoire, Aurélien, c'est que c'est au moment où tu commences pas à te décourager, mais à ne plus y croire, que là, le grand moment, la réponse tant attendue arrive, hein, d'ailleurs. Non, mais c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, à un moment donné, j'ai complètement perdu espoir. Je me suis dit que pour des raisons personnelles, peut-être que j'avais trop communiqué mon intérêt sur la Barclay ou trop impatient, je sais pas. Je me suis dit que ça allait pas être pour moi, qu'il allait pas me vouloir sur sa course. Et du coup, je me suis dit, en fait, je vais commencer à me donner d'autres objectifs qui vont faire en sorte d'en découvrir plus sur moi-même, comme la Barclay française, la Termine Room ou la traversée des Pyrénées, par exemple. Ouais. Et on peut vivre d'autres aventures en dehors de ça. Mais derrière la tête, j'avais toujours le fait de participer à cet événement qui correspondait à mon rêve. Donc, je postulais quand même. Mais au fur et à mesure des années, mon espoir diminuait et au final, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est l'année où j'ai failli pas postuler qu'en fait j'ai été pris. Johan, c'est fascinant, tout ça, forcément. C'est une épreuve extrême. Comment tu le classerais, toi, Johan, avant de décrire le profil type du participant avec Aurélien? Tu vois plus ces mecs comme des aventuriers, comme des ultra-trailers, comme des athlètes de haut niveau? Comment tu vois ça, toi, Yodu? Ouais, je le vois plus comme des aventuriers quand même. Parce que au-delà de savoir courir, il faut surtout savoir se repérer, parce que déjà tu pars avec une carte et Ouais, une ça on va le boussole, c'est raconter. le côté mythique, Ouais. t'es dans des conditions dégueulasses au milieu des ronces, des bois, des trucs ultra compliqués, donc en fait il y a rien, il y a pas de balisage, t'es au milieu de nulle part, c'est très compliqué, donc je pense que c'est ce côté, faut une résilience mentale, pour moi c'est des aventuriers. Avant d'être des coureurs, on a l'image du coureur, que ce soit de marathon, d'ultra, où quand même tu cours. Là, c'est plus, c'est une vraie aventure parce que pendant 60 heures, tu dors pas, tu te reposes quasiment jamais, tu manges, il n'y a pas de ravitaillement, tout est ultra compliqué. T'as pas de parcours comme je disais tout à l'heure. Donc ouais, pour moi, c'est vraiment des aventuriers et c'est le côté mythique. Et puis de toute manière, voilà, ça peut pas être une course parce que comme vous venez de l'expliquer, il n'y a pas d'inscription. Le départ, il n'y a pas un coup de pistolet, c'est juste là, s'il allume une clope et c'est parti. Enfin, c'est pas une course, quoi. C'est mythique. Mais Aurélien, moi, c'est ce que je me posais comme question en préparant l'épisode. Je me suis dit, comment tu te vois, toi, Aurélien? Tu te vois comme un ultra-trailer? C'est-à-dire, est-ce que tu peux aussi être attiré par les épreuves mythiques, l'UTMB, la Diag, la Western State, etc. Ou tu te vois plus comme ce côté aventurier, défi extrême? Je pense notamment à Mathieu Blanchard qui, ces derniers jours, a terminé la Yukon Arctic Ultra qu'il a remporté donc, dans le Grand Nord canadien, 600 km en autosuffisance. Tu es plus attiré par ce type de défi que par les ultras conventionnels, entre guillemets?
Oui, oui, tout à fait. Moi, je me vois vraiment aussi comme un aventurier, mais au sens propre du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des aventures. Et les aventures, justement, pour moi, la définition d'une aventure, c'est une expédition où il y a plein d'inconnus et on ne sait pas ce qui va se passer et on ne sait pas si on va finir et quelles sont les anecdotes et les situations dont on va devoir faire face, hein. Hmm. Et c'est vraiment ça qui m'anime et c'est ça qui me pique ma curiosité et qui fait que j'ai envie de vivre des émotions, des choses. Voilà, j'ai envie de me sentir vivant, quoi. J'ai pas la passion de courir. J'aime pas trop courir. Donc c'est vrai que quand il y a Ah des ouais, ultra trails c'est qui ça la sont très différence. courants, comme Eh ouais. l'UTMB par exemple, c'est vrai Ouais, que ça me parle d'accord. pas trop parce que là pour le coup l'UTMB c'est la question, c'est en combien de temps je peux le finir, Bien sûr. en 22, 26, 28, 32 heures. J'en ai aucune idée, mais c'est Tu pour sais moi que du tu coup. iras au bout, quoi, c'est sûr. Ouais, voilà, je Ouais. sais que j'irai au bout, mais du coup, ça devient plus une épreuve de vitesse, hein, entre guillemets, et de course à pied, qui m'intéresse un peu moins. Du coup, c'est vrai que la Diagonale des Fous, je l'ai faite et j'ai adoré parce que c'était une belle aventure aussi. Donc, les ultra trails sont des aventures. Ouais. C'est pour ça que ça me plaît aussi. Mais c'est vrai que les défis particuliers, comme la Yukon, par exemple, ou d'autres, me tentent pas mal et m'intriguent, ouais. Parce qu'on te résume et on te connaît en France parce que tu es le seul tricolore vainqueur comme ça de cette épreuve mythique, mais enfin, il y a beaucoup d'épreuves que tu as remportées où tu as établi des records et que tu as bouclé. Je pense au GR10 qui est simplement la traversée des Pyrénées, hein. Voilà, de l'océan à la mer Méditerranée. Ça aussi, il faut se l'envoyer. Enfin, c'est tout ce type de défi qui t'anime, quoi. Là, c'était 930 km, 55 000 mètres de dénivelé positif que tu as bouclé en 12 jours, 5 heures et 22 minutes. Enfin, ça c'est des défis à ta. Enfin, c'est exactement ce que tu recherches en fait dans ta pratique sportive. Ouais, c'était incroyable cette traversée des Pyrénées. J'y suis allé avec un sac à dos de 2 kilos. J'avais pas de tente, j'avais un matelas qui faisait des épaules aux fesses, hein. Et quand il pleuvait, j'avais pas de quoi m'abriter, donc je continuais de marcher dans la nuit. C'était vraiment une aventure extraordinaire au niveau du repoussement de soi, où j'ai failli abandonner à plusieurs reprises, mais au niveau des émotions aussi, où j'ai réussi malgré tout à me tenir sur mon planning, où j'ai réussi à être dans les mêmes temps que quelqu'un qui m'inspire, qui s'appelle Thierry Corbarieux, qui avait Oui, le bien sûr, record à qu'on a l'époque. déjà reçu ici. Ouais, bien sûr. voilà, ben oui. Ouais. Et qui avait aussi gagné aussi la Yukon. Donc voilà, un aventurier qui m'inspire énormément. Donc c'était une réussite, cette traversée des Pyrénées, mais j'ai vécu des hauts et des bas sensationnels. Et oui, évidemment, c'est des émotions particulières. Allons-y sur la Barclay, donc cette course mythique. On a tous vu ce documentaire. Si jamais vous découvrez la Barclay en nous écoutant, on va la résumer d'ailleurs. Aurélien, tu me corriges si je me trompe, mais on va essayer de vulgariser tout ça. Vous racontez qu'en fait, on se trouve dans le parc de Frozen Head, donc dans le Tennessee, une région entre guillemets verte des États-Unis, une grande forêt avec beaucoup de dénivelé. Au milieu de tout ça, un pénitencier très connu. Pourquoi ? Parce que dans les années 60, il y avait l'assassin du pasteur Martin Luther King qui était emprisonné, qui a réussi à s'évader un jour et qui s'est évadé pendant 3 jours. Et en 3 jours, il a parcouru seulement 12 km. C'est là que l'idée de la Barclay est née, parce que Lazarus Lake, donc le créateur de cette épreuve, qui vit, lui, qui a grandi dans cette région, s'est dit, mais attends, lui, en 3 jours, il a fait 12 km. Moi, j'aurais pu en faire 160. L'histoire de base, elle part de là, en fait, Aurélien, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, Laz, c'était son terrain de jeu. Il faisait plein de randonnées. C'est un passionné d'ultra trail. Et quand il y a eu cette histoire, il n'a pas fait la Barclay de suite. Je crois que c'était en 77 qu'il s'était évadé. Ouais. Et, En la 67. Barclay... Ouais. Comment ? En 67, ouais. Ah ben en 67, Ouais. alors c'est encore plus tard parce que la Ouais. première Barclay c'était en 86. Mais du coup voilà, il s'est dit, si lui il a fait que 8 miles, 12 km, c'est pas pour rien, c'est parce que les montagnes c'est la seconde prison après la première prison. Et du coup ça pourrait être un terrain de jeu intéressant pour y faire un ultra trail aussi. Voilà, c'est ça. Et d'où cette idée donc de créer la Barclay. La distance, c'est un 100 miles, hein, donc 160 km, 18 000 mètres de dénivelé positif. Hein, c'est à peu près parce que c'est évidemment le parcours change un peu toutes les années. Pour réussir à boucler la Barclay, il faut le faire en 60 heures. On en parlera d'ailleurs avec Jasmine Paris, qui a créé la sensation l'an dernier, première femme à la terminer, avec je crois 1 minute 30 d'avance seulement sur les 60 heures. Donc là aussi, c'était une histoire complètement folle. Mais la difficulté de cette course, on l'a dit, ça peut être les conditions météo, le terrain de jeu, le fait aussi qu'elle est répartie en 5 tours, donc il faut faire 5 tours dans le parc, et à chaque tour, vous changez de sens. Donc là, tu perds complètement tes repères, et Yodu vous l'a dit au début, mais vous n'avez
pas le droit au GPS électronique, etc. Vous avez seulement une boussole et une carte qui vous est donnée au début lorsque vous arrivez dans la région. Vous devez la recopier à l'identique comme ça sur vos cartes. Toi, tu avais d'ailleurs 2 cartes, une normale et une de secours. Et après, vous débrouillez. C'est tout ce qui fait le sel et la difficulté de la Barclay, en fait. C'est ça, tu l'as bien résumé. Moi, ce que j'adore aussi à la Barclay qu'on n'a pas encore dit, c'est qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un finisher, Laz augmente la difficulté, il rajoute une section, il déplace un bouquin un peu plus loin. C'est bon, ça. Et du coup, ça fait depuis 40 ans que la Barclay évolue. Elle devient de plus en plus difficile. À chaque fois qu'il y a un finisher, il veut la remettre un peu au niveau du possible. Ce qui fait qu'en fait, tous les ans, on se demande est-ce qu'elle est finissable. Ouais. Parce qu'une fois qu'il y a un finisher, du coup, l'année d'après, c'est encore plus compliqué. Et c'est ça qui est beau. Et du coup, dans les chiffres que tu as dit, ça a un peu évolué. Maintenant, c'est 200 km et 20 mm de dénivelé positif qu'on estime à la louche, même si on ne l'a pas enregistré parce que forcément les matériels sont interdits. Mais c'est un peu ça. Et encore, les années futures, ça va évoluer. Et voilà, c'est ça qui est beau. On a la curiosité. Toi, tu as cette fascination kiné, donc c'est la quête et l'objectif de 6 années de ta vie, hein, d'obtenir ce précieux sésame et d'aller pouvoir y participer. Si tu devais le résumer, quel est le morphotype des rares personnes qui ont réussi à le terminer? Il faut être quoi parce que moi, c'est toujours la question que je me pose, vu qu'on est ici avec Johan, qui est un athlète de haut niveau. Quelles sont les qualités primordiales? C'est plus être un aventurier, un baroudeur, quelqu'un qui s'adapte à tout, ou il faut des qualités physiques exceptionnelles, comme peut les avoir Johan? C'est un mix des deux. Comment tu résumerais ça, toi, Aurélien? Pour moi, il n'y a qu'une seule qualité qui peut faire en sorte qu'on peut être finisher à la Barclay, c'est l'obsession, c'est avoir la Barclay dans le sang. Et ça se choisit pas. Soit on l'a, soit on l'a pas. C'est la Barclay entre guillemets qui vient nous piquer au fin fond de soi. C'est ce que j'ai ressenti en lisant le bouquin Les Finisseurs d'Alexis et Aurélien, Ouais. où on voit en fait que l'obsession c'est quelque chose, c'est une variable vraiment commune à tous les finisseurs. Quand il n'y a pas l'obsession, ça veut dire qu'à un moment donné, on va faire une erreur quelque part parce qu'on l'a pas assez réfléchi. Et ça pour moi, c'est peu importe le profil, peu importe à quel point on est un athlète, à quel point on est fort mentalement, à quel point on est fort dans quoi que ce soit. Si on n'a pas cette obsession et cette envie vraiment d'aller le plus loin possible sur cette Barclay, c'est mort d'avance. Et ça, c'est vraiment nécessaire. Parce que ça, on retrouve un peu votre quête du chrono à tout prix. C'est des épreuves complètement différentes, Johan, mais c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que si t'es pas pleinement convaincu et pleinement motivé sur l'objectif que tu te fixes, tu pourras jamais y arriver, en fait. Ouais, c'est ça, c'est le côté mental qui fait la différence. C'est-à-dire qu'il faut, quand tu vas à l'entraînement presque tous les jours, penser à ta quête et penser à l'objectif que tu vois, le truc qui te fait vibrer. C'est sûr que si tu t'inscris à la Barclay alors que tu crois pas, que tu n'en rêves pas au fond, c'est compliqué. C'est comme sur marathon, si la distance te fait pas rêver et si t'as pas envie de faire la préparation. C'est le mental qui doit vraiment prendre le pas à un moment donné. C'est la résilience, tu vois, dans l'effort. Et il faut aimer ce que tu fais, sinon si t'aimes pas, si tu kiffes pas, là c'est l'enfer cette course. Donc forcément il faut aimer ce que tu fais, ouais. Et justement, allons-y, parce que c'est une quête avec peu d'espoir. Chaque année, tu n'as pas de réponse. Et là, finalement, la réponse tombe. Alors, on précise que la réponse, si vous ne le savez pas encore, c'est Laz, en fait, qui vous envoie un mail de condoléances, qui vous dit qu'il est encore temps de changer d'avis et de ne pas venir, parce que vous allez échouer. Voilà, ça vous met dans de bonnes conditions. Et surtout, je veux que tu nous racontes, je t'ai entendu le raconter ailleurs, mais raconte-nous, s'il te plaît, dans quel état ça te met de recevoir cette réponse, quoi. Là, c'est les larmes qui tombent. Là, tu as 2 heures de flou, je crois, Aurélien. C'était complètement fou ce moment, d'ailleurs. Ouais, c'est marrant parce que rien que d'en parler, j'ai une image qui me vient en tête. C'est comme si quelqu'un apprenait qu'il avait gagné au loto. Ouais, c'est ça, c'est 10 fou. millions d'euros. Ouais. En fait, on ne sait pas si c'est réel, pas réel, qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, ma vie va changer. C'était un peu ça, en fait. J'étais en train de réaliser mon rêve. J'étais en train de me dire, waouh, ça y est, tu vas vivre cette course que tu attendais depuis 6 ans. Ça va tout chambouler. Tu vas enfin vivre l'expérience que tu voulais. Et à la fois, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que je suis vraiment pris? Est-ce que je suis pas en liste d'attente? Est-ce que je vais pas trop vite là sur ça? Donc voilà, ouais, j'ai pleuré, j'ai appelé ma famille, je leur ai dit, ah, ça y est, j'y suis enfin. Et pour moi, c'était déjà la consécration. C'était déjà une réussite, peu importe le résultat. Tu la prends combien de temps avant la course? On la prend plusieurs mois avant pour qu'on puisse s'organiser Ok. sur la logistique. Parce que là aussi, je pense, et on peut s'identifier par rapport à Johan, c'est que c'est comme une quête des Jeux Olympiques, par exemple. C'est que là, tu as tellement galéré à obtenir le précieux sésame
qu'il faut pas te rater au niveau de la préparation. C'est-à-dire que il faut en faire le maximum, mais surtout pas pousser la machine jusqu'à la blessure. Donc c'est un équilibre à trouver, j'imagine. Comment tu organises ton plan d'entraînement d'ailleurs? Parce que est-ce qu'on peut vraiment se préparer pour la Barclay? Qu'est-ce que tu as mis en place pour arriver le plus près possible pour cette édition 2023 alors? Bah, c'est marrant parce que du coup, je venais de faire la Diagonale des Fous en 2022, Ouais. où j'avais explosé. J'avais fait 13 heures assez rapides jusqu'à la moitié du parcours et ensuite 28 heures où j'étais en train de marcher comme un zombie jusqu'à l'arrivée. Et du coup, après cette diag, je me suis dit, ah, il me faut 1 mois et demi, 2 mois de repos là. Et de toute façon, mon prochain objectif, c'est en juin. Je vais faire une grosse coupure et ça me fera du bien. Et rapidement après, j'ai appris que j'étais pris à la Barclay, qui du coup était fin d'hiver. Et là, je me suis dit: «Ah bon, ben voilà, c'est encore, un défi supplémentaire, hein. On va pas se mettre en mode, hivernage, hein, on va s'y mettre de suite, hein». Et du coup, ben voilà, 2-3 mois de prépa et dans la tête toujours la quête, l'obsession, le fait de vouloir rien regretter, d'aller le plus loin possible sur cette course et me dire, «Je vais faire une prépa vraiment idéale, hein, et au moins le jour où j'y serai, ben, j'aurai aucun regret». 30 heures par semaine, je crois. 8 à 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est ça Aurélien? C'est ça, pour les semaines, les plus chargées, 30 heures. Sinon, ça c'est, je fais souvent un bloc de 3 semaines, 1 mois avant la course, où là je fais entre 25 et 30 heures, 10 000 mètres de dénivelé par semaine, mais ça va crescendo vers ces chiffres-là, ouais. 30 heures, Johan. 30 heures d'entraînement semaine Ah oui. sur un pic. Tu te rends Et compte? est-ce que tu t'entraînes à essayer de trouver parce qu'il faut trouver Oui, c'est ça, des des feuilles de livres. livres, non, au Ouais. milieu de la forêt. C'est ça. Voilà, il faut aussi s'y connaître en navigation. Bah, j'ai un copain, il devrait s'entraîner, petite pique pour Guillaume là, qui lui, à chaque fois qu'il fait la Barclay, ça lui est arrivé 2 fois, il a perdu des pages. Donc lui devrait s'entraîner à ramasser des pages. Et non, ça c'est un petit clin d'œil. Sinon oui, on doit s'entraîner sur des sentiers assez similaires. Donc ça, il faut essayer voilà, moi je vis à Toulouse, je m'entraîne souvent dans les Pyrénées. Et du coup, j'identifie des traces sur internet ou par l'expérience qui sont un peu hors sentier, qui sont dans les mêmes pourcentages. Avec les mêmes longueurs de côte aussi, que ça fasse au moins 500 mètres de dénivelé positif comme à la Barclay, à au moins 25% ou voire jusqu'à 50% pour bien m'habituer. Donc c'est sûr que le choix du terrain d'entraînement est primordial. Après, un peu d'orientation aussi, savoir utiliser une Ah oui, boussole. bien sûr. Mais après, bon, pour les bouquins, non, je ne mets pas des bouquins en forêt sur mes entraînements. Ça, normalement, ça va. On précise l'idée en fait de l'AS, c'est de cacher des bouquins comme ça à différentes portions du parcours. Et en fait, ce qu'il faut, c'est qu'à chaque tour, il faut que sur chaque bouquin, vous déchiriez la page qui correspond à votre numéro de dossard. Comme ça, on a la preuve que vous êtes bien passé par le checkpoint en fait, pour être sûr que vous faites bien le parcours qui est demandé. Pas de boussole, seulement un tracé comme ça. Et aussi tout ce travail mental, moi c'est ce que je trouve passionnant avec toi Aurélien, c'est qu'il y a tout l'aspect physique, mais ça on s'en doute, tu es un athlète de très haut niveau, mais tu as aussi beaucoup bossé mentalement sur cette gestion de la frustration lorsque on t'a suivi un mauvais cours d'eau ou tu es allé un peu trop haut sur une ligne de crête et tu te retrouves un peu loin et tu es en train de patiner comme ça pour chercher l'emplacement exact du bouquin. Apprendre à gérer cette frustration, à te calmer malgré la fatigue et à prendre le temps de reprendre tes esprits et d'aller chercher le bouquin. Tout ça, c'est un sacré travail que tu as mis en place aussi parce que sinon, on ne peut jamais s'en sortir sur cette épreuve. C'est ça, et c'est ça qui est magnifique aussi parce que j'imagine que tout le monde connaît quelqu'un dans son entourage qui est un peu impulsif, colérique, hein, qui quand il y a un fait divers qui se passe, un problème, je sais pas, on crève sur l'autoroute, hein, qui s'énerve, qui fait preuve d'impatience Ben oui. et pas de sang-froid. Ben, moi, je suis un peu comme ça en fait. C'est vrai qu'au quotidien, je suis un peu impulsif et du coup, je m'énerve en me disant: «Ah putain, fallait que ça arrive maintenant». Ah ouais. Et en fait, du coup, ça sert à rien de faire ça. Sur la Barclay, quand on se perd, j'aurais très bien pu, par défaut, justement, jeter mes bâtons par terre, les casser en deux et me dire: «Ah, c'est pas possible». Mais justement, c'est là où c'est beau, en fait. C'est justement le fait de savoir qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir sortir de cette situation le plus rapidement possible et pas être hors course. Du coup, il faut faire preuve de sang-froid, se calmer, analyser où est-ce qu'on est passé, on sort la carte, on essaie de positiver, de se dire maintenant il faut juste que j'aille attraper la prochaine action qui va me faire avancer plutôt que faire preuve de manque de lucidité à m'agacer. Et du coup, c'est un développement personnel aussi assez profond où on doit justement travailler sur un peu ces défauts-là
qui sont très importants sur la Barclay, parce que si on fait preuve de manque de lucidité et qu'on ne réfléchit pas à ça, tout peut s'écrouler très rapidement. Parce que là, on le raconte à froid comme ça, mais il faut s'imaginer dans les situations, dans le parc de Frozen Head au milieu de la nuit et avec 50 heures d'effort dans les cannes. Donc, ouais, c'est ça que. Avec d'ailleurs, tu nous raconteras les hallucinations qui sont provoquées donc, dans cette course, ça va être passionnant. Mais c'est là aussi qu'on peut faire une analogie entre vous deux, c'est que. Johan, quelle est la clé quand tu es athlète de haut niveau, quand, comme Aurélien, tu as le moment de ta vie, entre guillemets, qui va arriver, déjà pour être là et pour te dire, mentalement, faut pas que je passe à côté, quoi. Je l'ai tellement attendu, faut surtout pas que je sois spectateur du moment que je vais vivre, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est une récompense, mais c'est pas non plus. C'est quelque chose que tu es allé chercher. Tu vois, déjà rien que l'inscription, le travail que c'est comme tu le dis, c'est exactement comme un athlète qui prépare les Jeux Olympiques depuis 2-3 ans et d'un seul coup, paf, il obtient sa qualif. Et obtenir ta qualification, c'est pas la fin en soi normalement. C'est pas le but numéro 1, c'est pas de juste y participer. Le but, c'est de faire le mieux possible et de faire la meilleure performance possible. Donc effectivement, faut tout de suite switcher. Ok, tu t'es content pendant 24 heures puis après il y a l'euphorie de la sélection et après tu repars au mastic et là c'est maintenant qu'il faut montrer que effectivement je suis capable d'assumer et que je vais m'entraîner pour justement être le meilleur possible. Ouais. Parce que Johan, tu as dû le vivre sur des grands championnats, des championnats d'Europe notamment, mais c'est ce qui t'est arrivé Aurélien, c'est-à-dire que tu te pointes comme ça donc à quelques jours de la course parce que vous avez le droit de vous entraîner dans le parc et reconnaître un peu le type de terrain que vous allez affronter quelques jours avant, puis ensuite démarrent les briefings. Et là, c'est particulier pour toi, Aurélien, parce que c'est le rêve de ta vie. Tu te retrouves à côté de mecs qui, eux, l'ont déjà bouclé et qui t'ont fait rêver, qui sont tes idoles. Et t'as pas le syndrome de l'imposteur, mais tu te dis un peu, j'y suis et voilà, c'est ça qui m'attend maintenant. Est-ce que tu as bien géré ce côté, je dois être acteur de ma course désormais? Oui, alors petite correction très importante quand même, c'est qu'on n'a pas le droit de s'entraîner sur le hors-sentier dans le parc, hors Barclay. C'est un parc préservé et naturel, donc toute personne qui s'entraîne hors-sentier sur ce parc se verra disqualifiée à vie à la Barclay. Ok. Donc on peut y aller un peu avant, mais on reste sur les sentiers du parc qui au final, il n'y en a pas beaucoup, donc on fait vite le tour. Au bout de 2-3 jours, on connaît déjà la plupart des sentiers. Ok. Et la Barclay est 3/4 hors-sentier. Donc on ne peut pas repérer grand-chose au final. D'accord. Et ensuite, suite au syndrome de l'imposteur, je l'avais totalement. Parce que quand on voit, pour les citer, Guillaume Calmette, John Kelly, beaucoup ne les connaîtront pas, mais dans la Barclay, ils sont connus. Moi, ce sont mes idoles et il y en avait d'autres. Du coup, oui, j'étais très intimidé. Et en fait, à chaque fois, en l'occurrence plus en 2023 que sur d'autres années, ça faisait 6 ans qu'il n'y avait pas de finisher. Le dernier finisher, c'était 2017. Donc en 2023, on avait une quête d'avoir ce 16e finisher, ou avoir un nouveau finish en tout cas. Parce que comme je disais juste avant, la Barclay est une course qui évolue et on se demande à un moment donné si elle n'est pas allée trop loin. Et quand je vois tous ces idoles autour de moi qui sont en quête de ce finish depuis 6 ans, et moi qui arrive, le nouveau, qui apprend et qui ne me sent pas forcément à ma place, c'est vrai que je me dis, mais pourquoi toi tu finirais cette année alors qu'eux, ils ont énormément de chances d'échouer une nouvelle fois. Donc c'est pour ça que j'ai fait abstraction de ça. Je me suis dit, en fait, on va tous échouer cette année. On va partir de ce principe-là. Et moi, je vais me recentrer sur moi, sur mon allure, sur ma nutrition, sur les trucs que je sais faire. Et la seule réponse que j'aimerais avoir, c'est si je fais tout bien, jusqu'à quel point je peux aller loin sur cette course. Peu importe que ce soit 3 boucles, 4 boucles, 5 boucles. Je veux avoir aucun regret, faire tout bien à mon niveau en faisant abstraction de tous les gens qui sont autour. Ah, tu t'es pas fixé d'objectif minimal, genre 2 boucles ou 3 boucles quoi, sur 5? Non, mais ça c'est très intéressant et c'est très important parce que du coup, l'objectif minimal peut être aussi une raison d'échec parce que si on commence à se dire minimum 3 boucles... C'est vrai, bien sûr. Oui, en fait, c'est ça, la définition de l'objectif est très importante. Bien sûr. Parce que du coup, si on se donne 5 boucles et qu'on se rend compte qu'en fait ça va être 4, on peut abandonner au bout de 2 à cause de désespoir. Si on se donne 2, on peut faire possiblement 3, mais 5, ça veut dire que dans la tête, on n'est pas prêt pour faire 5. Ouais. Donc pour moi, mon objectif, c'était vraiment de finir hors délai, de faire le maximum que possible sans regret, et voilà. Bon, dernière précision, c'est Laz qui dicte les règles jusqu'au bout parce que c'est lui qui décide de l'heure de départ pour la course pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il sonne le clairon 1 heure avant, voilà, il vous dit vous avez 1 heure pour vous préparer, donc vous êtes soit en train de dormir au milieu de la nuit, soit ça peut arriver en pleine journée à 11h ou midi.
1 heure de préparation, vous mettez tout en place. Il n'y a pas de matériel, il y a du matériel interdit, on l'a dit, tout ce qui est électronique, etc. Mais il n'y a pas de matériel imposé, vous vous débrouillez. D'ailleurs, toi, tu es parti assez léger, c'est assez surprenant, mais tu nous raconteras ça, Aurélien. Et puis 1 heure après, vous vous pointez, vous le regardez, il allume sa clope et c'est parti, quoi. Vamos. C'est ça le début de la Barclay, ça part comme ça, Aurélien. C'est ça, donc il y a oui, voilà, le départ, une nouvelle énigme, c'est l'heure du départ. Quand on va se coucher la veille, on ne sait pas si on va partir entre minuit et midi, donc on essaie d'engranger le maximum d'heures de sommeil en espérant que ce soit pas trop tôt. Me concernant, j'espère plutôt partir entre 5 heures du matin et midi. Ouais. Et voilà, donc il annonce le départ 1 heure avant. On fait en sorte de s'organiser quand même la veille au niveau des affaires pour pas avoir grand-chose à faire dans l'espace d'une heure. Et moi, oui, en effet, je pars pas avec grand-chose, je suis assez minimaliste. Je pars avec 1 litre d'eau, je pars avec 500 grammes de nourriture, une frontale, une paire de gants, un buff et un anorak, enfin un kawaii pour la pluie. Et c'est quasi tout, quoi. Parce que chaque chose compte, chaque gramme compte, chaque gramme alourdit son sac à dos. Donc j'ai fait mon sac au fur et à mesure des expériences, j'ai identifié du matériel que j'avais pas forcément besoin au fur et à mesure et j'ai vraiment pris que le strict nécessaire. Parce qu'on rappelle, il y a des ravitaillements en eau. En revanche, tout ce qui est ravitaillement en nutrition, c'est à chaque boucle, vous retournez un peu dans votre tente et puis vous ravitaillez comme vous voulez d'ailleurs. Hein. Si certains peuvent dormir quelques minutes, se reposer et puis ensuite repartir pour enchaîner une nouvelle boucle. Hein. C'est ça l'idée de la Barclay, avec cette précision que je vous rappelle systématiquement, mais à chaque tour, on change de sens, voilà. Et d'ailleurs, tu nous raconteras l'anecdote pour le dernier tour, c'est un coureur sur 2, c'est-à-dire que le premier coureur choisit le tour de sa dernière boucle, et puis après, c'est l'autre part dans le sens inverse, etc. Quoi, là, pour qu'il n'y ait pas d'entente sur le dernier tour. Si on ferme les yeux, quand on t'écoute, est-ce que tu peux nous décrire un peu le décor, le paysage, le type de terrain que tu affrontes sur une boucle de la Barclay, Aurélien ? Par exemple, quand on commence à descendre hors sentier, on est dans une forêt qui est très vierge, où il y a des arbres qui sont quand même assez bien espacés de quelques mètres, de 2-3 mètres, des feuillus principalement, c'est pas des sapins, c'est des feuillus, donc vu que c'est l'hiver, il y a des branches mortes sur le sol, il y a des feuilles aussi mortes, il y a un tapis assez agréable quand même, mais qui est jonché aussi de ronces, qui viennent nous lacérer un petit peu les mollets, les cuisses de temps en temps. Sympa, quoi. Voilà, donc bon, c'est pas si terrible, c'est juste une accumulation qui font qu'au final on a des marques, mais ça reste léger à un instant T, sauf à certains endroits où faut pousser des bras un peu, mais voilà, c'est une forêt vierge assez majestueuse l'hiver et surtout l'été. Lorsqu'elle est verte, je l'ai vue, elle est vraiment magnifique, hein. Mais voilà, c'est ce genre de décor. Beaucoup de dénivelé, tu es toujours en prise, que ce soit en montée ou en descente, il n'y a jamais de partie plate. Il y en a, mais elles sont très rares, hein. Elles sont sur les 40 km que fait la boucle, ça correspond peut-être à entre 1 et 2 km. Ça va, Johan, tu pourrais rattraper du temps à cet endroit-là, tu vois. Ouais, c'est sûr. Avant de t'envoyer, non, mais c'est... Juste là, ouais. Musculairement, le plus dur à affronter, alors il y a tout l'aspect mental évidemment, mais c'est la montée ou la descente pour toi, Aurélien ? Moi, je suis vraiment mauvais en descente. J'adore les montées, surtout quand c'est très abrupt, où on ne peut pas courir, où on peut vraiment juste marcher et envoyer avec les bâtons. Et les descentes, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien la Barclay, parce que dans tous les cas, les descentes, il faut ralentir. Déjà, on est hors sentier, donc on ne peut pas faire du 12 km/h sur les descentes, c'est impossible, sauf si on veut vraiment se tordre les chevilles tout le temps. Et ensuite, on doit vraiment faire attention où est-ce qu'on va, parce que c'est pas balisé. On est vraiment dans un espace vierge où on doit s'assurer de bien tomber en bas de la vallée. Donc, on est forcément obligé de ralentir un peu aussi à cause de ça. Mais les descentes, c'est pas mon fort. Ouais. Allons-y sur le récit de ta course de 2023. Je précise que tu l'as fait aussi l'an dernier, en 2024. Malheureusement, tu as été contraint à l'abandon. Donc, ça rajoute, je trouve, de la magie et de la saveur à la Barclay. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on finit une fois qu'on est capable de le finir toutes les éditions. Et toi, tu pourras bien nous le confirmer. Sur cette édition 2023, vous êtes 2 Français, 2 amis d'ailleurs, et vous décidez de partir ensemble au départ et de boucler au moins le premier tour tous les 2. Hein, c'est ça, Aurélien ?
Oui et non, parce que à la Barclay, il n'y a pas forcément d'engagement de la sorte qui se font, parce qu'on sait qu'il y a tellement d'inconnus qui peuvent se passer Ouais. n'importe quand, en fait, ni au premier livre, au second livre, tout peut se passer. Mais naturellement, on a fait notre prépa ensemble avec Guillaume, donc on sait qu'on est dans les mêmes allures, on sait qu'on a le même objectif, on sait que naturellement, on allait se retrouver ensemble. Par contre, on ne savait pas à quel point et à quel moment notre course allait changer, si ça allait être pendant la première boucle ou sur les boucles d'après. Donc c'est sûr qu'on rigolait, on disait ça serait énorme qu'on fasse 4 boucles ensemble et qu'ensuite on reparte chacun dans un sens opposé pour finir la 5e. Mais voilà, c'est sûr qu'on était dans l'optique de partager, c'est ce qui s'est passé très rapidement. Et en plus, Guillaume, qui lui, c'était sa 4e Barclay, je crois, à ce moment-là. Ah ouais. Donc lui, il connaissait bien, et du coup, pendant la prépa, il me partageait beaucoup de choses. C'était trop bien parce qu'il faisait une transmission exceptionnelle. Donc il m'a beaucoup accompagné. C'est une question que je me posais. Est-ce que ça apporte un avantage indéniable de connaître le terrain, d'y avoir déjà participé? Ou pas forcément, vu que les balises changent d'endroit? Si, c'est un quand avantage même. énorme. C'est un avantage énorme. Ouais. La course évolue tous les ans, mais elle reste quand même très similaire aussi. Elle évolue de coup de 5%, 10%, 15%, mais pas plus. Sinon, le reste, ça reste tel quel. Et tous les livres ne changent pas aussi. Donc non, avoir fait la Barclay au moins une fois, c'est une aide énorme. La première boucle, c'est justement ça qui est intéressant. Il faut vraiment tout enregistrer, se oui. retourner à chaque fois, à chaque arbre, voir à quoi ça ressemble dans l'autre sens aussi. Donc la stratégie à la Barclay, lorsqu'on y va pour la première fois, dans tous les cas, c'est éviter d'être seul. Toujours être avec un vétéran, quelqu'un qui connaît le parc. Moi, naturellement, c'était Guillaume, mais s'il n'y avait pas eu Guillaume, j'aurais identifié quelqu'un d'autre parce que être seul sur cette première boucle, sans personne qui n'a jamais fait la course, c'est suicidaire. C'est mort. C'est Oh. suicidaire, ouais. Ouais, c'est ça. C'est fou, hein, Johan, hein, ce défi-là. Et est-ce que. Ah, c'est dingo. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen le reste de l'année d'aller s'entraîner dans le parc? Il y a moyen, mais en trichant, quoi. Ouais. Oui, non, c'est ça, on enlève le côté règle est mythique, stricte. tu vas t'y préparer. Ouais, puis c'est ça, j'imagine de bien pas le faire. l'importance de la course pour la région et pour la ville, donc tu dois être surveillé malgré tout. Enfin, il doit y avoir des gardes forestiers ou ce genre de choses, et si jamais ils te repèrent, je pense que Laz est vite au courant, non? C'est comme ça que ça se passe, Aurélien? Ouais, il y a des rangers. En fait, la course était en danger il y a une vingtaine d'années. Ouais. Ils voulaient l'arrêter parce qu'elle passait justement hors sentier et, Ok. et les politiques disaient qu'ils voulaient que ça s'arrête. Et maintenant, ils s'entendent bien avec les rangers du parc. Ils ont une bonne entente entre Laz et les rangers. Mais voilà, s'il y a quelqu'un qui est hors sentier, les rangers le verront parce qu'ils sont aux États-Unis. Ils prennent vraiment bien soin des parcs et il y a du monde sur le parc. Ils le verront et ils le communiqueront à Laz. Donc la personne qui sera hors sentier pourra se justifier tant qu'elle peut. Mais Ouais, voilà. C'est ça. On n'a pas précisé, mais cette course est payante, Ok. puisque c'est 1,60 $. Hein. Voilà, c'est 1 centime par kilomètre. Ouais, c'est ça. Ah, Et là, pour le c'est coup, pas- ça fait l'inflation n'a pas d'influence parce que ça reste D'accord. c'est ça depuis 40 ans et ça sera ça tous les ans. Et une plaque d'immatriculation de ta région, quoi. Voilà, c'est ça. Pour la première participation. Ouais. Voilà, pour la première participation. La difficulté. T'es parti à quelle heure, toi? T'es parti en journée sur l'édition 2023, Aurélien? 2023, je suis parti exactement à 9h54, un peu avant 10h. Ouais. Ok, donc ça veut dire que c'est la deuxième boucle que tu as dû parcourir de nuit. C'est ça, exactement. Et en plus, il s'amuse un peu tous les ans aussi. Il fait pas forcément sans alterner à chaque boucle. Ah ouais, ça donc, je savais pas. Ok. D'habitude, en plus, il faisait les deux premières dans le même sens, Ok. les deux suivantes dans le sens opposé. Mhm. Mais là, oui, en effet, en 2023, on est directement parti en sens opposé alors que c'était pas trop conventionnel. Parce que, question bête, mais admettons, tu fais le premier tour dans un sens, le deuxième dans l'autre, et le troisième, tu reprends le sens du premier tour. Est-ce que tu as emmagasiné assez d'infos? C'est-à-dire, est-ce que tu retrouves facilement les balises au troisième tour, vu que tu es déjà passé en journée, par exemple? Oui, alors ça, c'est une question, c'est marrant parce que des fois, certains me la posent et me disent, mais en fait, au bout de. Tu l'as fait une fois, tu peux la faire 5 fois. On se rend pas tu compte te de trompes pas. l'immensité, en fait, c'est ça? Non, mais en fait, déjà, c'est qu'on est hors sentier tout le temps. Donc, on passe pas exactement au même endroit tout le temps. Et du coup, on perd souvent nos repères parce que quand on s'enfonce dans les pentes, reprendre exactement la même trace, c'est très compliqué, voire impossible. Donc, des fois, c'est le cas et on s'y retrouve. Ouais. Mais souvent, ça arrive que c'est pas le cas. On prend pas exactement le même tracé parce que c'est compliqué. Mais en plus, ce qui se croise, en fait, c'est au fur et à mesure des heures, l'accumulation de connaissances augmente,
mais la lucidité diminue aussi. Eh bien sûr. Eh Donc en fait, sur la 5e boucle, moi par exemple, j'ai fait des erreurs que j'avais jamais faites sur les 4 premières boucles. Parce que manque de lucidité, ouais. précipitation. J'ai cru qu'il fallait tourner à cet arbre à gauche. Ben, en fait, c'était un autre arbre qui ressemblait, qui était 200 mètres plus loin. Et on perd du temps en faisant ça. Et en fait, Ouais. le manque de lucidité qui augmente au fur et à mesure de la course fait que on se perd tout le temps en fait. Dans un instant, tu vas nous raconter la façon dont tu t'es séparé de ton pote pour aller faire ta course, cette remontada fantastique que tu as opérée, parce que tu as terminé la Barclay, mais tu as même terminé en tête, donc on va raconter ça. Mais on va juste accueillir Aurélien Delfosse, ex-journaliste à l'équipe, auteur du livre Les Finisseurs, spécialiste sur la Barclay. Bonjour Aurélien. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci d'être avec nous. On est en train de raconter cette épreuve fascinante. On a Aurélien Sanchez qui nous raconte son exploit de 2023. Ça doit te rappeler d'excellents souvenirs à toi aussi, qui est fan d'épreuves extrêmes. Tu es cofondateur, je le précise, de l'équipe Explore, donc ce sont des sujets qui te passionnent. Quand on reparle de tout ça, ça t'évoque beaucoup de bons souvenirs? Ouais, ça m'évoque évidemment beaucoup de bons souvenirs. Je précise juste que je suis plus journaliste à l'équipe. Ouais, bien sûr. L'équipe consacrée à mes activités par ailleurs, mais ouais, effectivement, c'est quelque chose qu'on a beaucoup traité. Là, au cours des 10 dernières années, j'ai travaillé énormément sur ces différentes courses et en entendant Aurélien ou en lisant le livre qu'on a fait ensemble, c'est sûr que ça rappelle plein de souvenirs et notamment cet univers complètement à part qu'est la Barclay et le parc de Frozened. Toi qui as dû couvrir beaucoup d'épreuves comme celle-là, enfin en tout cas des épreuves complètement dingues aussi, qu'est-ce qu'elle a de si particulier la Barclay alors? Pour toi qui es suiveur et journaliste. Ben déjà, c'est que c'est pas vraiment une épreuve. C'est que c'est une vraie course. Ça, on peut pas du tout le nier. Il y a des gens qui disent c'est un parcours d'orientation, des choses comme ça. Non, c'est vraiment une course. Mais je dirais que c'est une épreuve. En fait, c'est construit un peu comme une communauté. C'est un rendez-vous que se fixent presque des vieux amis dans les bois. Et si tu veux, l'univers, déjà, il est particulier. C'est rendez-vous sur un parking qui devient, le temps d'un week-end, un camping. Et évidemment, il y a cette figure un peu tutélaire qui est celle de Laz. Donc ça, c'est très étonnant. Le lieu dans lequel ça se passe, il n'y a pas de promesse de grandeur, il n'y a pas de promesse de grands paysages, il n'y a pas de, si tu veux, toute cette espèce comme ça de surplus qu'il y a beaucoup dans les courses, aller toujours plus loin, toujours plus fort, etc. Elle est fidèle à elle-même depuis 30 ans, dans un environnement qui se vante pas d'être le plus beau, mais en revanche, le concept, c'est vraiment d'aller au bout de soi-même et de voyager à l'intérieur de soi. Et ça en fait quelque chose de très particulier quand même dans le monde de l'ultra trail, où justement c'est un peu l'aventure et l'environnement souvent qui prime. Avant de reprendre le récit d'Aurélien et cette magnifique victoire en 2023, est-ce que tu peux nous recontextualiser encore un peu? Parce que donc toi, tu étais suiveur. Je précise qu'on ne peut pas suivre justement sur des portions les athlètes qui sont élancés sur cette épreuve. Donc ça veut dire que le temps d'attente entre chaque boucle est extrêmement long. Je précise d'ailleurs que sur 40 coureurs, il y a en général 25 à 30 personnes qui peuvent abandonner dès la fin du premier tour. Enfin, toute la fin de l'épreuve est archi longue en fait quand tu es posé avec l'as comme ça à attendre les passages des mecs qui touchent la rambarde et qui sortent les pages des livres. Eh bien absolument. Et alors pour donner un ordre d'idée, le premier finisseur qui s'appelle Mark Williams, quand il a terminé, il y avait quasiment plus personne. C'était en 1995 et parce que le temps est très long et qu'à l'époque tout le monde pensait que c'était impossible, quand lui a terminé, qu'il est arrivé, il restait là, sa femme et c'est tout. Et donc personne ou presque n'a vu le premier finish de la Barclay. Et en fait, ça démontre un petit peu comme ça. C'est vrai que c'est un monde dans le monde. On est dans une deuxième temporalité. C'est des épreuves qui se jouent en moins de 60 heures. Donc du coup, il faut imaginer 58 heures de suivi de course. Comme tu dis, en plus, on ne peut pas aller sur le parcours. Donc en fait, on imagine beaucoup de choses. On les croise une fois à la Tower, qui est à peu près à la mi-boucle. Et le reste du temps, on doit un peu attendre et reconstituer, imaginer, prendre un peu les temps intermédiaires, si tant est qu'on puisse parler de ça. Mais c'est aussi ce qui fait la magie de la Barclay. Je te disais, tu me demandais ce qui faisait un peu sa particularité. Là, il y a une super formule pour dire ça. Finalement, il dit que, et c'est l'un des intérêts, à mon avis, de ne pas pouvoir aller sur le parcours quand on est suiveur, c'est les coureurs qui racontent l'histoire. C'est vrai. Et donc, quand ils reviennent, c'est eux qui racontent ce qu'ils ont vécu. Nous, on ne l'a pas vu. Et il y a en ça un peu un parallèle. J'ai beaucoup travaillé dans le monde de l'alpinisme. Il y a un peu un parallélisme avec l'alpinisme où tu vois les
les alpinistes de très haut niveau qui vont faire des 8000, ils partent là-haut, on peut pas vraiment les suivre. Alors évidemment maintenant c'est un peu différent, on a tous vu les files d'attente à l'Everest et tout ça, mais en fait voilà, dans l'esprit, il y a un peu ce truc de j'y vais et je raconte ensuite. Bon, Johan, vu à la vitesse où tu vas, si tu l'as fait un jour, moi j'irai dormir dans le camping-car, hein, et puis tu me réveilleras quand tu taperas sur la barrière, hein, d'accord? Mais t'inquiète, pour l'instant, j'ai pas encore envoyé ma lettre de motivation. Ouais, j'imagine, et je te vois pas le faire hein, pour l'instant. Et plus le récit d'Aurélien avance, moins je te vois le faire, évidemment, et t'engager sur ce type de défi. Aurélien, racontons encore donc, la suite de ton parcours en 2023. Est-ce que malgré tout, il y a ce sentiment parfois de peur, parce que tu es au milieu d'un parc tout seul la nuit. Tu l'as dit, hein, tu essaies au maximum de t'accrocher à un vétéran et comme ça de faire la course à deux. Mais quand tu te retrouves seul au milieu de rien, sans moyen de communiquer, est-ce qu'il y a des moments où tu as peur, tout simplement? Me concernant, non. Je me suis senti assez en sécurité parce que je savais où j'étais. Je savais où est-ce que je devais aller si jamais je devais m'échapper, entre guillemets, si jamais je devais rentrer au camp. J'ai pas tendance à avoir peur des animaux la nuit. Je sais qu'ils ont souvent plus peur de nous que l'inverse. Donc, avoir un accident avec un sanglier ou autre, c'est très improbable quand même. Donc, j'ai pas peur de ça. La seule peur à avoir, ça serait de se fouler une cheville, de se faire mal. Mais ça, c'est comme avoir un accident sur la route quand on va au travail. J'y pense pas au quotidien, quoi. Et je croise les doigts juste pour pas avoir de soucis. Mais du coup, non, j'ai pas peur dans le sens où je sais à peu près où je suis dans le parc, je sais qu'il ne peut pas m'arriver grand-chose, hein. Je fais en sorte d'avoir assez d'eau et assez de nourriture pour m'alimenter proprement et voilà quoi. Tu nous as parlé du terrain. Est-ce que tu peux nous parler de la technicité? Est-ce que c'est un parcours très technique ou pas forcément? Tu as déjà fait plus technique sur les autres épreuves que tu as disputées? C'est pas très technique, hein, dans le sens où il suffit de marcher quoi. Des fois on a besoin Il n'y a pas des d'utiliser cailloux partout où tu peux te faire une cheville à n'importe quel instant? Non, c'est plutôt... On peut vraiment se faire une cheville à n'importe quel instant, ça c'est vrai, Ouais. parce qu'on est vraiment beaucoup hors sentier, donc il faut vraiment faire attention quand on pose le pied, et c'est ça qui moi me convient très bien, c'est justement ça réduit l'allure de tout le monde parce Ouais. que du coup on doit faire attention à ça, on peut vraiment se fouler des chevilles et c'est le cas, c'est arrivé à Jared Campbell, c'est arrivé à d'autres personnes qui ont terminé leur course à cause de ça. Et ça m'est arrivé d'ailleurs aussi, je me suis tordu la cheville en 2023, mais pas gravement, donc ça a été. Mais non, d'un point de vue technicité, c'est technique dans le sens où oui, c'est hors sentier, c'est pas roulant, on peut pas aller très vite, hein. Par contre, on met de temps en temps les mains pour tirer sur une corde, pour s'agripper à des arbres. Ça reste quand même assez rare, hein. C'est pas toutes les 3 minutes qu'on doit faire de l'escalade. Donc oui, c'est plus technique que de l'ultra trail classique, ça c'est sûr. Après, c'est pas de l'alpine non plus, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter le moment déchirant où tu décides comme ça, tu sens que ton pote Guillaume qui t'a accompagné sur toute la première partie est en train de souffrir. Lui te dit vas-y, prends ton rythme et fais ta course. Ce moment où tu as tout le questionnement intérieur et tu te dis qu'est-ce que je fais, je reste avec lui ou j'y vais. Et puis au moment où tu te dis non, vas-y, il faut que je vive mon aventure. J'en ai rêvé des années et il faut que j'y aille jusqu'au bout. Est-ce que tu peux nous le raconter, ce moment précis? Ouais, pour moi, au final, je pense que c'était le moment le plus difficile de ma course en 2023. Guillaume, il rigolera en entendant ça, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, du coup, en se mettant à ma place, moi, j'étais le Virgin, le nouveau. Guillaume, c'est l'ancien qui a fait déjà 3 boucles à la Barclay, qui en vise 5. Celui qui a énormément d'expérience, qui est très fort physiquement. C'est lui qui m'amène, quoi. C'est lui le leader. Donc moi, partir devant, entre guillemets, je me disais, si tu pars devant, ça veut dire que, tu te crois plus fort physiquement, pourquoi tu resterais pas avec Guillaume, et 2, ça veut dire que tu peux aussi mieux te démerder en orientation, entre guillemets. Enfin, si tu pars devant, entre guillemets, c'est un message égoïste, hein. Ça veut dire que tu as envie d'aller plus rapide, que voilà, c'est une décision qui était difficile à prendre pour moi, une décision égoïste, hein, où je me suis dit j'ai envie d'aller plus vite, hein, je me sens le physique et l'énergie d'aller à mon allure qui est un peu plus rapide que ce qu'on fait, parce qu'on prenait du retard sur la deuxième boucle. Mais du coup, ça mettait en péril toute notre collaboration, notre binôme, et le fait qu'il m'a mené avec lui, quoi. Et du coup, quand je suis parti devant, je me suis dit... je me suis mis face à cet égoïsme et je me suis dit, faut que tu la fasses pour toi. Faut pas que tu aies de regrets. Là, tu as envie d'avancer, tu avances. Et il faut faire abstraction de ça. Mais par contre, voilà, dans cet aspect-là, c'était douloureux parce que du coup,
je laissais Guillaume derrière, qui avec tout son bagage d'expérience, son physique et son orientation. Et je me suis dit, si tu pars devant un peu, c'est que tu te juges plus rapide. Ouais. Et enfin voilà, c'était une décision difficile à prendre. C'était dur à prendre et au final c'était la bonne parce qu'on l'a dit et on va le raconter, mais tu es allé au bout et tu as même remporté donc cette Barclay, c'était complètement dingue. On parle dans un instant de la remontada, mais sur ce thème précis, Aurélien Delfosse, toi qui étais souvent à la barrière comme ça, qui voyait les personnes terminer les tours, est-ce que quand tu vois quelqu'un arriver, tu comprends tout de suite si cette personne va continuer ou si elle va s'arrêter? Parce que c'est ça aussi, il y en a plein qui se disent je pourrais continuer un peu sur un deuxième ou un troisième tour, mais ça sert à rien parce que j'irai pas au bout. Est-ce que quand tu vois la personne arriver, tu te dis ah bah lui, à mon avis, c'est terminé? Il y a toujours évidemment un peu ce jeu-là, mais c'est très trompeur. Faut pas trop s'y fier parce que faut se rendre compte que c'est des tours qui font entre 8 et 12 heures, Ouais. à peu près, hein, selon la vitesse. Comme disait Aurélien, on n'est pas sur des sentiers, on se trouve à l'écart de tout, on enjambe des troncs, on marche dans des feuilles mortes, parfois on se perd. Tu demandais tout à l'heure est-ce qu'Aurélien avait eu peur. Je pense que la plus grande peur de tous les concurrents de la Barclay, c'est de se perdre soi-même, c'est de perdre conscience de l'endroit où on est. Ça arrive souvent, ce genre d'épreuve due au noir, dû à la météo, dû à la fatigue. Donc parfois on voit des concurrents qui arrivent, ils sont livides et on se dit c'est impossible de repartir. Mais il y a des siestes salvatrices qui peuvent durer que quelques minutes et complètement remettre, j'ai envie de dire, un peu le concurrent en meilleure forme. Il y a une anecdote que nous a raconté John Kelly, qui est un multiple finisseur de la Barclay, et qui disait que lors de son premier finish, c'était en 2015, il s'est allongé en haut d'une crête exprès pour être exposé au vent et pas pouvoir dormir trop longtemps parce qu'il aurait froid. Et en fait, cette petite sieste de quelques minutes lui a permis d'aller au bout. Donc parfois, comme ça, on se dit, mais il y a des petits tubes, etc. On se dit, c'est pas possible. Et en fait, c'est là où on voit à quel point la Barclay, c'est vraiment une quête de soi-même, aux frontières de ce qu'on est capable de faire, parce que, alors que de l'extérieur, ça paraît complètement fini, et bien parfois, il y a des ressources insoupçonnées comme ça qui arrivent à se manifester. Tu serais bien, Johan, sur la sieste de 7 minutes en haut de la crête. Ah, je t'imagine. C'est tout ce que t'aimes. C'est ça, ouais. Moi, il peut y avoir du vent, là, je m'endors 3 heures. Ah ouais, ça serait fou. Aurélien, est-ce que tu peux nous raconter les hallucinations que tu as eues? Et toi, en tant qu'ingénieur, tu avais tout prévu parce que tu avais aussi de la caféine avec toi dans ta nutrition. Et c'est ce qui t'a aidé à tenir quand tu as eu des moments difficiles la nuit, notamment. Ouais, les hallucinations, faut faire gaffe, faut éviter d'en avoir, parce que ça c'est manque de lucidité, c'est une preuve de manque de lucidité. C'est un et ça, sacré c'est pas bon signal sur la envoyé Barclay. par le corps, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est ça, c'est un sacré signal. Donc, Ouais. au final, les hallucinations les plus importantes que j'ai eues, elles n'étaient pas sur la Barclay, parce que sur la Barclay, j'ai fait une sieste de 15 minutes. Ok. Ça pourrait paraître pas beaucoup, hein, au bout de 33 heures, mais qui m'a permis de faire un petit reset, une petite remise à zéro, qui fait que j'en ai eu quelques-unes au bout de 45-46 heures, je crois, mais assez légères quand même, du style, j'entendais comme s'il y avait des voix à 100-200 mètres, quelqu'un qui parlait, alors que c'était juste le bruit du vent en fait, qui caressait les feuilles des arbres. Juste des hallucinations sonores, mais c'était très léger parce qu'en fait c'était juste le bruit du vent qui s'associait à des voix un peu dans ma tête, donc c'était très léger. Là où j'avais un peu dégoupillé, c'est une anecdote que je dis aussi dans le livre La Résolution, c'est quand mes pieds ils me parlaient sur le John Muir Trail, où là en fait ça faisait 60 heures que j'avais pas dormi et j'entendais mes pieds qui m'engueulaient dans un langage indiscernable, un langage de mignon, comme les bonhommes du film d'animation là. Ah, ça plaira à ma fille, ça. Incroyable. Ah ouais, mais voilà, mes pieds me parlaient dans ce langage-là C'est bon, ça. et dès que je m'arrêtais, ils arrêtaient de se plaindre, ils arrêtaient de m'engueuler, et à chaque fois que je reprenais la route, ils m'engueulaient. Donc ça, c'était vraiment particulier. J'avais vraiment l'impression qu'ils me parlaient. Ouais. Mais voilà, comme disait Aurélien, une petite sieste de 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, pas forcément plus. Et déjà, ça permet de faire du bien. Est-ce que tu peux nous raconter la fin du 4e tour, ce moment où tu arrives en 2e position, où le premier choisit son sens, hein, puisque c'est le principe de cette course, c'est le sens que tu préférais aussi, et le coup de massue que tu prends parce que tu comprends que tu vas devoir t'envoyer une dernière fois le parcours dans le sens que tu aimes le moins, quoi. Ouais, la transition entre la boucle 4 et la boucle 5, c'était des ascenseurs émotionnels parce que du coup, je suis revenu sur John à ce moment-là. Il était à 10 minutes devant moi, je crois, ou même pas. Et pour moi, c'était assez naturel qu'il reparte devant moi. Je savais qu'il allait prendre le sens. Je ne savais pas. Je me suis dit, s'il faut, il va prendre le sens anti-horaire
parce que l'année où il avait fini, il avait déjà fini avec le sens horaire et je me suis dit, s'il faut, cette année, il va choisir l'autre sens, anti-horaire, qui est réputé pour être un peu plus compliqué sur l'orientation et sur les côtes. Hein. Donc j'avais cet espoir qui change un peu le truc, mais non, il avait décidé quand même de partir en horaire. Et je me suis dit, bon, il est arrivé avant moi, il risque de partir avant. Mais en fait, le doute a commencé à s'installer. J'ai vu qu'il commençait à prendre une pause plus longue. Guillaume a commencé à me dire, mais en fait, si tu es prêt et que tu y vas là, tu peux choisir ton sens. Donc j'ai commencé à cogiter, j'ai commencé à lui dire, ah, j'ai pas envie, c'est pas un sprint final, j'ai pas envie qu'on soit sprinté à la barrière pour choisir son sens. Ouais. Et en même temps, j'ai vu qu'il allait faire une pause de 15-20 minutes et moi, je voulais repartir. Donc, j'ai commencé à changer d'avis. Je commençais à me dire, allez, vas-y, t'accélères, tu vas choisir son sens. Et dès que j'ai fait ça, c'était une petite guéguerre, c'était une petite bataille. Là, pour le coup, c'était le seul moment un peu compète de la course. Il l'a vu. Il s'est levé direct, il m'a envoyé un message, il m'a dit en gros, c'est moi. Dire, ouais. Je suis prêt à partir. Ouais, d'accord. Et là, du coup, pour le coup, je me suis rabattu sur les valeurs que j'avais dit avant, c'est-à-dire ça allait pas être un sprint final, donc je l'ai laissé repartir dans le sens horaire. Et là, pour le coup, c'était vraiment un coup de massue parce que du coup, là, je savais que j'allais partir dans le sens compliqué et je me suis dit, tout peut s'écrouler à ce moment-là, quoi. Et c'est encore plus beau, la difficulté donc de de ce dernier tour. Tu nous l'as dit, des erreurs d'orientation liées au manque de lucidité. Et puis ce grand moment quand même, quand tu commences à réaliser que tu vas aller au bout de ton rêve, que tu vas franchir cette barrière, que tu vas aller au bout de la Barclay, ce défi que tu te lances depuis 6 ans. Avec ce moment, tu réalises bien avant parce que c'est pas au moment où tu touches la barrière. C'est comme tu nous l'as dit, comme tu es plongé dans le calme et comme ça, et le silence et le bruit de la nature. C'est quand on commence à apercevoir ta frontale et que tu entends le rombissement comme ça et le bruit collectif du camp que tu te dis, bah, j'y arrive. Et c'est là que l'émotion arrive et que tu commences à pleurer et à réaliser la portée de ton exploit, quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ça me donne de l'émotion à chaque fois qu'on en parle parce que du coup, ça me remet dedans. C'est sûr. En fait, je cite à chaque fois l'anecdote de Gary Robbins en 2017 qui était censé finir la course et au dernier virage, il s'est trompé. Il a tourné à droite au lieu de tourner à gauche. Ce qui fait qu'il arrivait dans le mauvais sens, il a été disqualifié et il arrivait en plus 6 secondes de retard après la barrière horaire. Quelle horreur. Ouais, c'était terrible. Et Aurélien, tu étais déjà cette année-là ? On a fait un film dessus qui s'appelle La Barclay sans pitié, oui, qui voilà. est disponible sur l'équipe Explore. Quelle horreur, mon Dieu. Donc moi, j'avais toujours ça en tête. Hein, et jusqu'au dernier virage, jusqu'au vraiment me retrouver sur le sentier à 200 mètres de la barrière, je voulais rien prendre pour acquis. Et c'est vraiment là, du coup, je mets le pied sur ce sentier. Et quand je vois les frontales du camp, où je me dis, ça y est, là, c'est fini, c'est bon, quoi. Bravo. Et c'était magique, quoi. Magnifique, tu vas retrouver Guillaume, tu vas retrouver ta compagne, tu vas retrouver tous ceux qui t'ont accompagné. Aurélien, tu y étais toi donc à l'arrivée cette année-là. Est-ce que tu peux nous raconter l'émotion sur place quand vous comprenez qu'il arrive et qu'il va terminer, qu'il va boucler cet enfer ? Alors moi j'étais pas là l'année où Aurélien a terminé. En revanche, tu as vécu l'arrivée de certains finishers. Et donc voilà, exactement. Non, mais c'est toujours comme on disait, c'est tellement... en fait, c'est une forme d'anomalie. Le fait de finir cette course, pour une petite statistique qui dit quand même un petit peu beaucoup de choses, il y a 20 finishers en 30 ans. C'est ça. Donc, voilà, en fait, l'anomalie, c'est de terminer. Et du coup, il y a, je vais pas dire un moment d'histoire, faut pas exagérer. Moi, j'ai eu la chance, pendant ma carrière à l'équipe, de suivre des Jeux Olympiques, des choses comme ça. Évidemment, là aussi, il y a une forme de candeur. C'est un peu différent. C'est juste, il y a aussi une forme un peu de secret. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une petite communauté, comme je disais. On est tous là, dans les bois. Il n'y a pas de suiveurs parce que la date, elle n'est pas publique. Donc, en fait, il n'y a pas de public, si ce n'est les initiés qui savent quand ça a lieu et tout ça. Et du coup, on est là en petite communauté à assister à un moment particulier. Donc, ça donne évidemment une forme de magie. Et puis, c'est l'impossible qui se réalise, quoi. Il y a quelque chose de presque très américain, en fait, là-dedans. Hein. Voilà, on est là, au milieu des bois, au fin fond des États-Unis, à côté d'un feu, parfois pendant la nuit, parfois pendant le jour, ça dépend. À voir quelque chose que tout le monde pensait impossible devenir réel. Et justement, allons-y là-dessus, parce que quand tu atteins le but de ta vie, Aurélien, c'est l'épreuve qui t'a fait vibrer pendant des années et tu arrives à la boucler. Mais qu'est-ce qui te motive à repartir l'année d'après, en fait ? Pourquoi on y retourne ? C'est une bonne question. Il y en a qui m'ont dit, mais pourquoi tu y retournes ? T'as tout à perdre. Ouais. Et non, j'avais vraiment rien à perdre parce que la Barclay, elle est différente
tous les ans. Il y a des coureurs différents, il y a des conditions météorologiques différentes. C'est un nouveau défi tout le temps, en fait. Et ce que j'avais à gagner, c'était des émotions et des histoires de vie à nouveau. Et c'est vrai que me concernant, j'ai vécu un échec sportif. J'ai fait que 2 boucles sur 5. Mais au final, ma Barclay, elle était réussie parce que j'ai vécu un grand moment. J'étais au camp, j'ai discuté avec Laz, avec la communauté. J'ai été témoin de ce qui s'est passé. J'ai vu Jasmine et les autres dans leur Et voilà. dans leur transition de la boucle 4 à la boucle 5, où ils étaient, où Jasmine, elle vomissait, et elle était hors d'elle-même déjà. Et quand elle est arrivée, c'était incroyable. Donc, j'ai fait partie de la communauté. J'ai vécu des émotions personnelles qui étaient mitigées, mais j'ai vécu une histoire de vie qui était incroyable. Donc, l'échec à la Barclay n'est pas quelque chose qui fait peur, qui me fait peur d'ailleurs au quotidien. J'y vais pas pour la réussite. Tu vas pas J'y te vais pour les prouver histoires de quelque vie. chose, tu y vas parce que tu as envie de vivre des sensations que tu éprouves pas dans le quotidien, quoi. Tout à fait, c'est Ah tout ouais. à fait ça. C'est pour ça que le fait d'avoir fini n'avait Il n'y a eu aucune incidence sur la suite, quoi. voilà, c'est Ouais. ça, tout à fait. Raconte-nous la folie Jasmine Paris, cette première femme à boucler la Barclay, 40 ans, écossaise, sacrée sportive, et surtout ce chiffre, 99 secondes de marge sur le chrono, sur voilà, le temps à pas dépasser, sur les 60 heures d'effort. Elle est arrivée 99 secondes avant. Tu y étais, tu étais sur place. Est-ce que tu peux nous le raconter justement? Ça devait être fou, Aurélien. Non, c'était dingue parce que quand elle part à la fin pour le début de sa 5e boucle, elle vomissait. Elle a même pas 1 heure de marge pour repartir. Elle titube, elle marche, mais on se dit, oui, elle va repartir, mais pour l'honneur, quoi. Enfin, là, c'est mort. C'est un peu ce que disait Aurélien tout à l'heure. Là, on a l'impression qu'elle est prête à abandonner. On ne sait pas ce qui se passe dans sa tête, mais de point de vue extérieur, c'est impressionnant. Elle repart malgré tout. On a des personnes qui nous disent qu'elle est passée à la tour dans un certain délai, qui fait qu'on fait des calculs au camp. On se dit, en fait, là, vu le passage à la tour, elle a 20-30 minutes de retard. C'est ce que je me dis, moi. C'est ce que je calcule, en tout cas. Ouais. Et je me dis qu'elle va possiblement finir, mais si elle finit, en tout cas, c'est avec au moins 20 minutes de retard. Hors délai, quoi. Ouais. C'est ça, hors délai. Et du coup, le temps passe, il reste 10 minutes, il reste 7 minutes, il reste 5 minutes, toujours pas de Paris, il n'y a rien. Et du coup, à 5 minutes, on se dit, oui, elle arrivera plus tard, quoi. Et là, au bout de 3 minutes, il reste quelqu'un qui dit, ah, il y a un coureur en rouge. Un rouge, on savait tous qu'elle portait un t-shirt rouge. C'est incroyable. Donc on se dit, ah, c'est possible que ce soit elle. Et là, on la voit débarquer de nulle part, elle sort des bois à 2 minutes 30. Et voilà, le temps qu'elle rejoigne la barrière, il restait 99 secondes. Mais elle sort ça de nulle part. Pas de nulle part, mais elle a sorti ça d'elle-même d'une façon incroyable. Et Johan, quand il le raconte, ça donne des frissons, quoi. On se met tous dans cette situation, on l'imagine arriver à 99 secondes de la barrière horaire. C'est fou. Le compte à rebours, non mais sur 60 heures, 99 secondes, c'est dingo. Et le pire, c'est pour elle. Là, le côté mythique, pour elle. Pour elle. Le compte à rebours, elle avait non-stop dans sa tête. C'est ça, bien sûr. Le stress mental que ça a dû engendrer, c'est sûr. Tiens, restez avec nous les deux Aurélien, on passe tout de suite au bon plan matos. RMC. Le bon plan matos. Parce qu'on parle des 2 livres qui concernent donc la Barclay, celui d'Aurélien Delfosse, les finisseurs sur la Barclay, puis celui qui est le récit autobiographique. Aurélien Delfosse, d'ailleurs, tu as aidé Aurel à l'écrire, d'ailleurs, ce livre La Résolution. Et c'est la question que je voulais te poser à toi. Tu as croisé beaucoup de sportifs, tu as couvert des Jeux Olympiques, tu as bossé au journal de l'équipe, donc des personnes et des sportifs d'exception, tu en as croisé. Qu'est-ce qui fait d'Aurélien quelqu'un de si particulier, alors? Déjà, Aurélien, c'est le prototype même du finisseur de la Barclay. Moi, j'ai eu la chance de tous les rencontrer lorsqu'on a fait justement le livre Les Finisseurs, comme tu le disais. Et en fait, c'est une forme d'espèce à part. C'est pas des athlètes. Il ne faut pas s'attendre à des athlètes. Nous, à chaque fois qu'on arrivait quelque part, on a sillonné les États-Unis. À l'époque, il n'y avait que des Américains quand on a fait le livre. C'était en 2020. Et c'est vrai que il n'y avait que des Américains. Et à chaque fois, on se demandait quel profil on allait avoir en face de nous, parce que c'est pas du tout les athlètes un peu stéréotypés, sans leur manquer de respect du tout, que tu peux rencontrer dans une carrière de journaliste sportif. C'est des gars qui ont des vies complètement, j'ai envie de dire, ordinaires. Certains, ils sont ambulanciers, d'autres, ils sont charpentiers. Mais il y a quand même, parmi tous ces gens, un profil qui émerge, qui est celui des ingénieurs,
des chercheurs, des scientifiques. T'as raison. Et tu vois, on parlait de Jasmine Paris tout à l'heure, elle est elle-même chercheuse scientifique. Aurélien, il est ingénieur. En fait, je pense que... Mathieu Blanchard est ingénieur, par exemple. Oui, alors il n'a pas encore fait la Barclay, mais pourquoi pas. Mais effectivement, en fait, c'est des gens qui, sur ce type d'épreuves longues, tu parlais là de Mathieu Blanchard qui vient de réussir le Yukon, c'est des gens qui ont, je pense, l'esprit analytique. Et cet esprit analytique qui leur permet à la fois de se promener dans le temps tout en gardant... en tout cas, je pense qu'ils arrivent à mettre en perspective ce qu'ils sont en train de faire, de jouer aussi avec ces épreuves-là comme une forme de grand casse-tête. Il y en a beaucoup qui nous ont parlé de ça. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est, à mon avis, quand Aurélien a terminé, ça m'a sauté aux yeux, c'est que effectivement Aurélien, il est ingénieur. Quand tu parles avec lui, c'est quelqu'un qui est extrêmement ordonné, qui a tout planifié. Et en fait, ça en fait un finisseur type d'une certaine manière. Ouais, et ça, c'est marrant, ça me fait penser au profil aussi de Vincent Bouillard qui a remporté l'UTMB, là, qui est lui aussi ingénieur chez Oka et qui allait chercher cette course. Cet aspect ingénieur, cet aspect de tout maîtriser tous les éléments et de ne rien laisser au hasard, tu te reconnais là-dedans, Aurélien? Parce que ça fait partie des qualités nécessaires pour aller au bout d'un tel défi. Oui, je pense. Je pense qu'il faut avoir en tout cas un esprit analytique, essayer d'analyser tout ce qui est possible, tout ce qui est dans son contrôle, que ce soit sur la préparation physique, que ce soit sur la nutrition, le nombre de calories qu'on mange, sur la cartographie, sur le parc, etc. Il faut emmagasiner un maximum de connaissances, un maximum de données, essayer de chasser les données qui ne sont pas utiles, garder les seules qui sont utiles. C'est Mike Horn d'ailleurs qui dit ça quand il avait traversé l'Amazonie. Je me rappelle, il avait expliqué sur une vidéo qu'il avait pris que les bouquins qui lui expliquaient ce qu'il pouvait manger, et tout ce qu'il ne pouvait pas manger, il n'avait pas lu, quoi. Donc voilà, il faut faire la part des choses, il faut rassembler les données qui sont intéressantes pour soi, et c'est sûr que cet esprit analytique, je rejoins Aurélien, il est très important. Bon, la résolution, le récit autobiographique d'Aurélien Sanchez, coécrit avec Aurélien Delfosse. Un grand merci à tous les deux. D'ailleurs, je précise qu'on fait gagner 2 exemplaires donc à la communauté RMC Running. Vous allez sur nos réseaux sociaux, le club RMC Running sur Strava, le compte Instagram aussi. Et la question, le test d'écoute, voilà, pour pouvoir participer. Je vous demande le trail qui a été remporté par Aurélien aux États-Unis, qui a lancé toute cette histoire. Le premier défi qu'il s'était lancé en 2018, on l'a raconté, on l'a dit au début du podcast. Donc allez-y, vous nous donnez le nom de ce trail, cette course complètement folle, et comme ça vous pouvez postuler. Merci aux deux, Aurélien. Merci les gars. Ouais, vas-y, je t'en prie, Aurélien, vas-y. Je voudrais juste corriger. Le livre a été écrit avec Antoine Tinel, qui est un journaliste, et moi, je suis l'éditeur du livre. Donc, évidemment, j'ai participé à sa rédaction, mais ce serait injuste d'oublier Antoine Tinel, avec qui Aurélien a travaillé. Et la précision est importante, en tout cas. Merci, Aurélien. Merci aux deux, Aurélien. Et nous, tout de suite, on passe au bon plan d'Ossard. RMC. Le bon plan d'Ossard. Une course pour la bonne cause qu'on met à l'honneur cette semaine dans RMC Running, les 10 km de l'UNICEF, courir pour nourrir l'espoir des enfants. Le rendez-vous, c'est le 2 mars 2025, c'est en plein cœur du Bois de Boulogne à Paris. Yodi, on accueille un ami pour en parler, l'organisateur Claude-Henri Durier qui est avec nous. Salut Claudio. Salut à tous. Bon, il ne s'agit pas de mettre des dossards en jeu. Je précise qu'RMC est partenaire de ce bel événement parce que l'idée, c'est d'aller récolter des fonds, justement, je l'ai dit, pour les enfants. Mais est-ce que tu peux nous présenter l'événement que tu as mis en place dans le Bois de Boulogne au début du mois de mars, Claudio ? Oui, bien sûr. L'idée, elle était simple, c'était de se dire on pouvait faire une course super sympa le 2 mars pour préparer son semi-marathon de Paris ou le marathon de Paris, et tout ça pour la bonne cause, pour courir pour les enfants et lutter contre la malnutrition dans le monde. C'est pour ça que donc on met pas de dossard en jeu. Est-ce que tu peux nous parler de la course en tant que telle, le parcours déjà, plein cœur du Bois de Boulogne ? Plein cœur du Bois de Boulogne, assez simple, pas trop de virages. On peut aller chercher un RP, mais c'est pas forcément l'objectif puisque c'est une course caritative. Ouais. On a quand même quelques personnes qui se sont inscrites niveau élite pour aller chercher les 30 minutes. Ah oui. Donc ça peut être, je pense que ça peut être intéressant. Et après, c'est surtout une course familiale avec une course également pour les enfants, 2 courses pour les enfants, pardon. 1 kilomètre et une course de 3 km. Voilà, donc ça fait un vrai événement sur le week-end, quoi. Il y en a pour tout le monde. Johan, ça peut être une bonne idée comme ça d'aller se faire un 10 km d'entraînement entre guillemets à une semaine du semi-marathon de Paris, par exemple, pour ceux qui iront au semi la semaine d'après ?
Ouais, complètement. Ça s'intègre totalement dans une préparation semi ou même marathon. Hein. On sera à 6 semaines du marathon. Ouais. Donc on peut courir, plutôt que faire sa sortie longue tout seul dans le bois ou chez soi, effectivement, venir pour la bonne cause, participer à cette épreuve dans le cadre d'une préparation dans l'entraînement dans la période de l'année, c'est tout à fait faisable. Et au contraire, j'ai souvent dit ici qu'il fallait accrocher des dossards pour bien préparer des semis ou des marathons. Et quand en plus c'est pour la bonne cause, il y a double jackpot, quoi. Il y aura des personnalités présentes, hein, c'est ta marque de fabrique, Claudio. Alors tu peux nous dire qui sera présent le 2 mars au Bois de Boulogne ? Beaucoup, forcément. Non, mais on a plus de 220 créateurs de contenu, célébrités, influenceurs qui seront présents. L'objectif de la course, c'est aussi de montrer la puissance de l'UNICEF et de récolter de l'argent pour eux. Donc c'est aussi pour ça qu'on a activé ce réseau-là. Et grâce à eux, on arrive à vendre, entre autres grâce à eux, puisqu'il y a plein de gens qui nous ont aidés. RMC Running, il y a également Guillaume Santraccio dans la tête d'un coureur qui nous a aidés. Ouais. Voilà. Bref, tout le monde nous aide, le Parisien également, ASICS. Mais l'objectif, c'est forcément de récolter, de vendre des dossards pour récolter de l'argent pour lutter contre la malnutrition. Mais dans les célébrités, on a notre marraine Marine L'Orphelin, on a Ophélie Meunier, on a toi. On aura sûrement on a également une course connectée, donc on aura également Johan Durand qui pourra faire sa petite course connectée. Voilà. S'il n'est pas à Paris avec nous. Voilà, donc on a plein de monde et encore une fois l'objectif c'est surtout de courir pour la bonne cause. On a mis un château gonflable également parce que ayant une fille comme toi, je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour les occuper d'avoir ce petit château gonflable. On a des food trucks. Voilà. Bref, on a essayé de faire quelque chose d'assez sympa pour passer un bon moment tous ensemble. Et tout ça pour la bonne cause. Voilà, exactement. On vous rappelle le rendez-vous le dimanche 2 mars. On va sur le site, on tape 10 km UNICEF et on tombe dessus directement pour prendre un dossard, hein, Claudio. C'est comme ça. Et tu peux également, sur le même site, acheter ton dossard pour la course connectée. Voilà. Donc le dossard actuellement de la course physique est à 34 € et celui de la course connectée est à 20 €. Et les fonds sont reversés donc à l'UNICEF pour nourrir l'espoir des enfants. Merci Claude d'être venu pour cette belle action. Merci en tout cas, à vous deux. Bon courage pour l'organisation parce que c'est quelque chose. Et puis on reste en contact de toute façon pour ce beau projet. Merci Claudio. Super, merci à vous. Et un grand merci donc à Aurélien Sanchez qui était avec nous cette semaine. Aurélien, alors on ne sait pas vraiment si tu seras en 2025, mais si jamais tu y vas à la Barclay, écoute, on te souhaite une bonne préparation et voilà, un bon moment sur place. Connaissant l'amour que tu as, si ce n'est pas 2025, ce sera 2026 ou 2027 de toute façon. Hein. J'espère que mon histoire ne sera pas finie à la Barclay. Mais oui, j'ai décidé à partir de 2023 que si jamais je repostulais ou j'y retournais, je ne le communiquerai plus. Donc que j'y aille ou que j'y aille pas, ça restera un secret tous les ans maintenant. Alors, sans briser un secret, en revanche, quand on est finisseur, est-ce qu'on a un avantage dans les candidatures par rapport à l'AS ? Ou est-ce qu'il en tient compte ou pas ? Alors, je crois qu'il en tient un avantage. Normalement, si on repostule, on peut être pris plus facilement en tant que finisseur. J'ai envie de mettre des pincettes sur ça parce que j'ai pas envie de prendre ça pour acquis, mais il faut postuler comme tout le monde. Il faut postuler comme tout le monde et c'est sûr que les finisseurs, enfin c'est sûr, d'historique, les finisseurs ont eu plus de chances d'être repris, mais je prends pas ça pour acquis. Bon, merci Aurélien. La tradition de RMC Running, c'est que tu choisis la musique de fin, donc pour terminer, tu as choisi Kedam, hein, c'est ça ? Shy Girl. C'est ça, c'est une musique personnelle qu'on écoute beaucoup avec ma copine Lucille et qui me donne un coup de boost à chaque fois. Bon. Johan, on est inspiré par le personnage qu'on a reçu aujourd'hui, c'était dingue. Ah, ça me donnerait presque envie, mais regarder à la télé. Ouais, seulement envie de regarder à la télé. Presque seulement, t'as raison. Merci beaucoup Aurélien Sanchez d'avoir été avec nous. Merci à bientôt dans RMC Running, tu reviens quand tu veux. Et puis, vous savez, toujours ce conseil pour terminer, qu'on se lance dans des défis extrêmes ou non. Quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.